Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est le socialiste Christian Paul, ancien député de la Nièvre. Bonjour Christian Paul. Bonjour. Élu député donc en 1997 dans la Nièvre qui fut le fief politique de François Mitterrand, vous exercerez 4 mandats à l'Assemblée nationale avant d'être remporté, comme beaucoup, par la vague En Marche en 2017. Au sein du PS, vous vous êtes distingué comme l'un des agitateurs d'idées du parti et pour certains même l'un des enfants terribles de la famille socialiste. Dès 2002, après le sévère échec de Lionel Jospin à la présidentielle, vous créez avec Arnaud Montebourg et Benoît Hamon notamment le nouveau Parti socialiste. Le grand public va surtout vous découvrir sous le quinquennat de François Hollande. Vous serez alors l'un des leaders des députés frondeurs de la majorité. Vous avez encore, avec d'autres élus, lancé le club de réflexion La Gauche durable pour un nouveau modèle de développement et de démocratie. Et après la débâcle de la gauche aux européennes, vous voilà encore sur le pont. Avec votre mouvement Monde commun, vous organisez du 5 au 7 juillet le Festival des idées chez vous dans la Nièvre à la Charité-sur-Loire. Vous voulez faire tomber les murs entre les différentes composantes de la gauche, entre le monde politique et la société civile, entre les penseurs et les acteurs de terrain. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Romain Masneau de RCF, par Corinne Laurent de la Croix et par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Christian Paul, donc vous avez exercé plusieurs mandats, et puis 2017, ce grand bouleversement de la vie politique, avec l'arrivée d'En Marche qui recompose et qui balaye un peu le paysage. Est-ce que vous avez pensé à ce moment-là faire autre chose que la politique, ou cela vous tient tellement à cœur que vous vous êtes dit « j'y crois encore et je vais reprendre mon bâton de pèlerin pour recomposer la gauche ». Je pense comme beaucoup de ceux qui ont été battus aux élections législatives en 2017, je me suis interrogé en effet sur comment être utile à l'avenir, que faire. Et je n'ai pas d'ailleurs décidé de me consacrer exclusivement et éternellement à l'action politique. J'ai fait le choix d'aller enseigner, et donc j'enseigne maintenant depuis plus d'1 an à Sciences Po Lyon, et j'enseigne l'action publique et l'innovation publique, les transformations de l'action publique. Donc je ne m'éloigne pas totalement de la politique, mais je l'envisage d'une autre façon, peut-être plus proche du terrain, et je le fais avec des jeunes de 20 ans, ce qui est aussi extrêmement intéressant pour revisiter ses propres certitudes. Je poursuit aussi dans la Nièvre une action qui relève plutôt du développement local, de l'innovation sociale, avec des communes rurales qui se battent aussi pour s'inventer un nouveau destin. Est-ce que c'est de la politique ? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est la même forme d'action que celle que j'ai pu exercer au Parlement ? C'était un honneur de représenter la Nièvre pendant près de 20 ans au Parlement. Non, évidemment, ce sont d'autres façons. Mais vous savez, les combats continuent, voilà, la vie continue, les combats aussi. Et je pense que le mouvement de 2017, qu'on a appelé dégagisme ou vague de fond, au fond ne bouscule pas quelques invariants de la vie politique française. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un imaginaire, des convictions, des projets autour de la démocratie, l'égalité, la prise en compte aussi des grandes transitions. On parlera tout à l'heure du choc climatique. Et pour moi, la politique, c'est d'abord ça. C'est un engagement de longue date qui remonte à l'adolescence, et qui se poursuit sous des formes différentes. Voilà. Très bien. Alors, la recomposition de la gauche, la vie politique, on en parlera dans une deuxième partie d'émission, et on va commencer tout de suite par l'actualité de la semaine avec Romain Masneau, la canicule. Voilà, on va commencer par ce sujet qui embarrasse beaucoup les Français. Est-ce que la France est armée pour faire face à ce genre d'épisodes qui vont être de plus en plus fréquents à l'avenir ? Écoutez, il y a peut-être d'abord une bonne nouvelle dans les conséquences des dérèglements climatiques et du réchauffement qu'on observe, c'est que peut-être cela fera taire les sceptiques, les climato-sceptiques qui nous disaient depuis des années, des mois et encore dans les dernières semaines que le réchauffement climatique n'était pas une chose sérieuse. Et donc je crois qu'aujourd'hui, à travers non seulement le réchauffement, mais aussi d'autres formes de dérèglement, des tempêtes que l'on observe de plus en plus souvent en France et ailleurs, au moins aujourd'hui, la prise de conscience doit être à peu près complète en France. Climato-sceptique, y compris dans le gouvernement Jospin, dont vous avez fait partie, vous étiez à l'époque, je crois, secrétaire
l'État outre-mer, il y avait un certain Claude Allègre qui était à ce Oui, moment-là mais ministre. dans le même moment, étant en charge d'aller régulièrement outre-mer, j'avais aussi compris à La Réunion, dans le Pacifique, que la question du réchauffement climatique avait déjà des conséquences très graves, y compris la disparition programmée de certains atolls dans le Pacifique. Donc oui, il y avait évidemment, comme aujourd'hui d'ailleurs, et au sein du gouvernement actuel sans doute 20 ans après, on a pris aussi conscience, mais enfin on voit bien que la question climatique, les questions écologiques n'étaient pas au cœur du réacteur, si j'ose dire, du Premier ministre d'aujourd'hui, ni même du Président de la République. Donc cette prise de conscience, elle se fait partout, elle se fait pas assez vite, elle ne se fait pas au même rythme. Est-ce que la France est armée aujourd'hui ? Je réponds clairement non. La trajectoire qui est celle de la France aujourd'hui en termes de réduction des gaz à effet de serre ne respecte pas les engagements qui ont été pris à la COP21. Oui. Déjà ça. Donc, est-ce que notre mixte énergétique répond aux enjeux cruciaux de cette période? Probablement pas. Est-ce que les décisions qui sont en train d'être prises, puisqu'on débat en ce moment au Parlement d'une loi climat-énergie, est-ce que ces propositions sont suffisantes? Je crains qu'elles ne le soient pas. Donc voilà, ma réponse n'est pas très optimiste. Il y a eu un rapport très alarmant du Haut Conseil pour le climat, en disant que les émissions de CO2 liées au transport n'ont pas diminué depuis 10 ans, que les émissions liées au bâti diminuent 3 fois moins vite que prévu. Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est une question de volonté, c'est une question de méthode, c'est quoi? Alors, il faut évidemment, dans cette affaire, mettre en œuvre une volonté farouche et probablement supérieure à ce que nous avons eu à mettre en œuvre face à d'autres situations dans les 30 dernières années. Même si la lutte contre le chômage a occupé aussi beaucoup les gouvernements successifs, mais probablement, comme le climat, dans une ambiance de dérégulation, dans une ambiance néolibérale, avec des gouvernements de droite, mais parfois aussi un état d'esprit assez proche avec des gouvernements de gauche. Face au chômage, comme aujourd'hui, face au choc climatique, la question de la volonté politique, de la volonté collective, c'est pas que l'affaire des élus ou des institutions, évidemment. La mobilisation collective n'est pas suffisante. Et aujourd'hui, il y a à la fois des actions dont on peut attendre des bénéfices à court terme, mais on le voit bien, quand on réduit aujourd'hui la circulation dans les grandes îles françaises, c'est déjà un mode d'action. Ça n'est pas suffisant. Il y a des actions de plus long terme. Il est clair qu'aujourd'hui, les modes de production, la construction des villes, le modèle industriel qui n'a pas été suffisamment revisité de fond en comble, tout cela fait obstacle à une lutte efficace contre le réchauffement climatique. Vous parliez de réduire la vitesse, par exemple sur le périphérique parisien, réduire à 50 km/h. C'était une bonne idée. Mais je pense que c'est probablement la moindre des choses. Et là, pour le coup, ça n'a pas, pour nos concitoyens, un impact financier qui mettrait certains réellement en difficulté. Parce que nous ne sommes pas égaux devant la transition climatique et surtout devant la transition énergétique. Là, il est évident que selon la façon dont on se déplace, selon le pouvoir d'achat des uns et des autres, il n'y a pas d'égalité. Et donc, une des questions pour réussir la transition énergétique et faire en sorte que l'écologie puisse être l'objet d'une mobilisation et non pas l'objet d'une réprobation, c'est quand même de faire en sorte qu'on puisse en partager réellement l'effort. Sinon, on le voit bien, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, on en reparlera, il y a des frondes qui naissent et qui rendent très difficiles les avancées nécessaires. Et comment on fait pour réduire le recours à la voiture sans pénaliser les ruraux, les périurbains, les précaires? Encore une fois, il ne s'agit pas d'éradiquer la voiture, mais quand même de procéder à des changements. Je prends très simplement mon propre exemple. Pendant les 20 années dont vous parliez, je faisais chaque semaine un aller-retour entre la Nièvre et Paris. Je l'ai fait essentiellement en voiture. Aujourd'hui, je vais également régulièrement dans ce département, je ne le fais quasiment plus jamais en voiture. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le train, comme beaucoup de gens. C'est peut-être légèrement moins souple, mais je pense que c'est, en termes de consommation d'énergie, le bilan carbone est très clair, et en termes, je dirais, de qualité de vie, l'usage du train, eh bien, il faut le faire aimer à nouveau, y compris dans le monde rural. Mais ça demande, là aussi, beaucoup de volontarisme de l'État, de la région
et d'une grande entreprise nationale qui s'appelle la SNCF, c'est-à-dire d'avoir un réseau dont la capillarité, la présence sur le territoire soit maintenue. Donc tout ça demande évidemment des choix stratégiques. C'est pas forcément des dépenses pharaoniques, mais ça demande un état d'esprit radicalement différent. On a en France progressivement supprimé les petites gares, puis les lignes rurales, alors que des centaines de milliers de gens ont envie de les emprunter chaque semaine. Simplement, quand il n'y a plus personne dans les gares, quand les trains ont systématiquement du retard quand ils ne sont pas annulés, et qu'on a le sentiment que la question de la fermeture de la ligne n'est qu'une affaire de quelques mois, il est évident que ça crée une insécurité géographique, une fracture territoriale qui est vraiment à rebours, complètement au contraire de ce qu'il faut faire si on veut très sérieusement s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre. Vous parliez tout à l'heure de la crise des Gilets jaunes et donc de la taxe carbone qui a déclenché, avec d'autres éléments, mais notamment cette colère. On va y revenir quand même ou pas à cette taxe carbone? Parce qu'on voit bien que si on ne fait pas monter le prix... Si la fiscalité écologique se borne à faire payer plus cher le diesel pour les conducteurs en zone rurale, il y aura évidemment des réactions très fortes. Donc la question de la fiscalité écologique, elle doit être globale. On ne peut pas taxer exclusivement les véhicules individuels ou même les transports si dans le même temps on ne fait pas un effort sur le rail et si les transports aériens sont eux soigneusement détaxés. Ça n'est pas possible. On ne peut pas faire la fiscalité écologique si on n'a pas un minimum d'ambition en termes de réforme fiscale. Et la réforme fiscale, ça n'est pas simplement de redistribuer 100 ou 200 euros ici ou là. On ne peut pas faire sérieusement une action fiscale en faveur de la baisse de la consommation d'énergie si on n'a pas dans le même temps un certain nombre d'actions qui permettent de montrer clairement à tous les Français que l'argent de la fiscalité écologique, il est réutilisé pour faciliter, pour accélérer, pour leur rendre à eux-mêmes plus facile le passage d'aujourd'hui à demain en matière de consommation et de mobilité. Alors, à propos de fiscalité, vous avez signé une tribune il y a quelques mois sur les Gilets jaunes pour dire que ce mouvement, il s'expliquait par une double révolte contre les impôts et contre les inégalités. On a l'impression souvent que le véritable motif, c'est plus le rejet des impôts et que l'idée d'un impôt juste qui serait redistributeur et qui permettrait de résorber les inégalités, c'est pas très bien perçu, ça. Qu'en savez-vous ? Non, c'est une question. Est-ce que vous partagez On l'a jamais essayé. Je pense qu'on a perdu des années en termes de capacité à réformer le système fiscal vers plus de justice. Vous voyez, Jean-Marc Ayrault, qui était Premier ministre de François Hollande, a lui-même écrit à peu près au même moment, c'est-à-dire au cœur du mouvement des Gilets jaunes, que c'était un gâchis historique que l'on n'ait pas fait en 2012-2014 la réforme fiscale. Ce que nous disions d'ailleurs à l'époque quand nous avions lancé l'alerte, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et je crois que c'est une démonstration implacable. S'il n'y a pas une conscience que l'impôt est juste, le niveau de l'impôt, quel qu'il soit, même après les micro-baisses auxquelles semble vouloir procéder le gouvernement, l'impôt sera toujours trop important, parce qu'il sera considéré comme injuste. Alors évidemment, il y a des niveaux à ne pas atteindre, mais dès lors que l'impôt est considéré comme injuste, qu'on n'a pas fait un effort de transformation et d'explication, soyez-en sûrs, il y aura toujours ce ras-le-bol fiscal dont nous allons d'ailleurs parler au Festival des idées dans quelques jours. Au cœur de la crise des Gilets jaunes, il y a eu cette opposition entre le monde rural ou le monde périurbain et les métropoles qui s'enrichissent, et le monde rural qui est les grands perdants de la mondialisation. Est-ce que c'est votre analyse? Et comment le constatez-vous chez vous dans la Nièvre? Oui. Depuis très longtemps. Il y a plusieurs France. Les grandes métropoles ont construit un modèle de développement hyper adapté à un univers capitaliste mondial, avec des correspondants dans l'économie, dans la banque, dans les universités, entre les grandes villes du monde. Et autour, c'est vrai, il y a un appauvrissement, une dévitalisation, en tout cas
pour ne pas noircir le trait, parce que quand j'évoque le monde rural, je ne suis jamais misérabiliste, mais c'est vrai que les centres de décision, la présence publique et beaucoup d'emplois ont disparu du monde rural. Et c'est ce qui crée effectivement une morosité et un sentiment de déclin, qui est parfois une réalité. Alors, dans la période que nous vivons, est-ce qu'on peut changer les choses? Je crois que oui. Je pense par exemple que l'ambiance que crée, l'angoisse que crée le réchauffement climatique peut accélérer l'exode urbain qu'on constate depuis maintenant quelques années. Pourquoi? Cet exode rural, lui, il a été aujourd'hui au bout de son histoire. L'exode urbain, il a commencé. Qu'est-ce qui le rend possible? D'abord parce qu'il y a un désir de vivre hors des villes. Deuxièmement, les grands réseaux numériques qui sont déployés aujourd'hui permettent de vivre et de travailler dans le monde rural dans des conditions tout à fait extraordinaires. Chez moi, à Lorme, dans le Morvan, il y a la fibre optique dans une commune de 1400 habitants. Et le débit que j'obtiens quand je travaille, quand je regarde un film, quand je veux échanger avec d'autres, est tout à fait équivalent, parfois même meilleur, à celui que je peux obtenir à Paris. Donc tout ça pousse évidemment vers les campagnes, à condition de pouvoir accueillir, et là, encore une fois, il y a des conditions à réunir, qui relèvent beaucoup de l'initiative locale, mais aussi de la puissance publique. La question des déserts médicaux, par exemple, n'est pas une question à laquelle on peut apporter seulement des solutions locales. Je considère que depuis 15 ans, j'ai fait beaucoup de travaux parlementaires sur cette question, la question des déserts médicaux n'a jamais été traitée avec le volontarisme, la volonté collective qui est nécessaire. Et donc, on n'a globalement pas vraiment amélioré la situation des Français face à l'accès aux soins dans les zones rurales. Notamment chez vous, à Clamecy, si je ne me trompe pas, il y avait ces services d'urgence qui étaient menacés de fermer. Finalement, il y a une solution qui a été trouvée. Comment assurer des petites structures hospitalières, qui sont les maternités, les services d'urgence, tout en assurant une sécurité à la population? D'abord, en ayant un discours clair et une stratégie dans la durée et pas des opérations au coup par coup. Genre, le départ d'un médecin permet de fermer un service. Il faut avoir une vision très claire de la carte qu'on veut obtenir. Nous défendons, l'idée qu'un service d'urgence ne doit pas être au-delà de 30 minutes. Dans le monde rural. Nous défendons l'idée qu'une maternité, au-delà de 45 minutes, fait courir des risques aux futures mamans et évidemment aux nouveau-nés. Donc voilà, il faudrait avoir, on avait appelé ça le bouclier rural, il faut avoir des normes très claires d'accès aux services publics. Et là aussi, ça demande autre chose que du coup par coup. Vous voyez, le président de la République a annoncé il y a quelques jours la création de 2000 maisons de services publics. Bon, ça fait, de mémoire, ayant un peu de recul, je sais que ça fait depuis maintenant une vingtaine d'années que l'on crée des maisons de services publics. Il y en a à peu près 1500 en France, sous diverses appellations. Elles ont une utilité, mais très souvent, l'État ne s'y est pas réellement engagé. On va en rajouter quelques-unes. Mais ça n'est pas à la hauteur. Il n'y a pas aujourd'hui, véritablement, de politique de la ruralité dans notre pays. Je ne parle pas là d'agriculture, c'est un autre problème. L'impact du réchauffement climatique sera également très perturbateur pour l'agriculture. Mais il n'y a pas de politique de la ruralité. Il y a eu une politique de la ville, avec des succès et aussi beaucoup d'échecs. Il n'y a jamais eu véritablement de politique de la ruralité. Et ça fait partie des combats. Moi, je suis un activiste de la ruralité. Voilà, j'ai été élu dans ce département pendant 25 ans et je vois bien quels sont les potentiels, je vois bien les exigences, mais aussi le niveau de créativité qui existe dans les territoires ruraux. Ça n'est jamais dans le radar de ceux qui gouvernent ce pays. Merci Romain Mazeaud. Nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous nous retrouvons dans un court instant avec notre invité Christian Paul. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens avec notre invité Christian Paul, ancien député socialiste de la Nièvre. Il est interrogé par Corinne Laurent de la Croix. Bonjour. Bonjour. 2 ans après l'échec de la gauche à la présidentielle, quelle analyse faites-vous du quinquennat Hollande? Est-ce que tout est à jeter dans cette gauche gestionnaire?
J'ai jamais pensé qu'il fallait faire table rase et diaboliser cette période. Je pense qu'il y a eu des erreurs profondes, des choix extrêmement discutables. Pendant 2 ans, nous l'avons dit au président de la République, mais nous ne l'avons pas exprimé publiquement. Et à partir du premier désastre, celui des élections municipales de 2014, des dizaines de parlementaires à gauche, et notamment des socialistes, ont dit il faut changer cette orientation qui connaît ce qu'on a appelé à l'époque une dérive libérale. Ça voulait dire quoi, une dérive libérale? On ne fait pas les réformes de justice, la réforme fiscale dont on parlait tout à l'heure. On s'égare dans une politique de l'offre sans contrepartie. La question n'est pas de savoir s'il faut aider les entreprises. Bien sûr qu'il faut aider l'économie, la création d'emplois, l'investissement, la formation. Mais à cette époque-là, on a reproché au président de la République d'avoir lancé une sorte de train infernal où on a dépensé des milliards, des dizaines de milliards d'euros, sans contrepartie, en tout cas sans contrepartie vérifiable. Le coût du travail était quand même supérieur en France à tous nos voisins européens. Mais dans ce cas-là, travaillons sur les raisons du coût du travail, et puis regardons aussi de quoi l'économie a besoin. L'économie a besoin aussi de femmes et d'hommes de qualité, formés au métier d'aujourd'hui, pas forcément au métier d'hier. Donc il y avait sans doute la possibilité d'avoir à ce moment-là un grand deal, et non pas simplement une politique de l'offre qui, quand même, s'inspirait un peu plus de ce qu'on a entendu dans les politiques libérales aux États-Unis dans les années 80 que à tout ce que nous avions collectivement imaginé pendant 10 ans dans l'opposition avant d'arriver au pouvoir en 2012. Et on a eu l'impression qu'arrivée au pouvoir, la gauche ne faisait pas ce qu'elle avait pris l'engagement de faire. Et c'est cet effet de déception qui a créé ensuite, oui c'est vrai, une forme de division. Et c'est cette déception qui a créé ensuite une dispersion complète de l'électorat de la gauche. En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre à la fin de ce quinquennat, c'est que ça a été un crash politique total. On peut avoir des discussions économiques et sans doute sur telle ou telle mesure qui était positive dans cette période-là. C'est pas moi qui vais évidemment vous contredire. Mais au total, ça a été pour la gauche française, depuis probablement la Seconde Guerre mondiale, en tout cas depuis les années 60, la plus grande des catastrophes politiques. Et encore une fois, c'était le quinquennat de François Hollande. Et cette déception, cette division est toujours prégnante. On a vu lors des élections européennes la France insoumise, le mouvement Génération de Benoît Hamon, le Parti communiste, tout le monde est parti divisé. Et finalement, tout le monde est perdant à l'arrivée. Est-ce que cette gauche radicale a montré ses limites ? Moi, vous savez, je ne sais pas ce que c'est la gauche radicale. J'ai appartenu à la gauche de gouvernement. Mais la gauche de gouvernement, elle n'a de chance de réussir que quand elle fait ce qu'elle a dit. Ça ne veut pas dire que dans des périodes tourmentées, et nous y sommes, et nous y étions, l'offensive terroriste, aujourd'hui le choc climatique, bien sûr qu'il faut, en cours de route, adapter. Mais la gauche de gouvernement, qu'elle soit plus social-démocrate ou plus volontariste dans son action, si elle ne tient pas ses engagements, ou si elle donne le sentiment de faire des virages à 180 degrés, à tous les coups, elle échoue. Et c'est ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, évidemment, la dispersion est encore là. Mais enfin, la gauche n'a pas disparu. La gauche, les écologistes, les mouvements citoyens, si on va un peu plus loin que les élections, sont aujourd'hui très présents dans le pays. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que le mot de gauche a encore un sens ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Moi, je n'en fais pas un préalable. Dans les débats que nous pouvons avoir, dans les discussions que nous avons aujourd'hui, je n'en fais pas un préalable. Ce qui m'importe, c'est le contenu. De quoi parle-t-on ? Si être de gauche, c'est tenter de trouver des réponses politiques au péril qui monte, mise en cause de la démocratie, partout en Europe et au-delà. Encore une fois, le choc climatique, qui va être la grande affaire des générations d'aujourd'hui, et que nous n'avions pas, il faut le dire, suffisamment anticipé il y a 10 ou 15 ans. Nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, il faut avoir le courage de le dire, des convertis
sans mauvais jeu de mots, de fraîche date sur ces questions-là. En tout cas, depuis quelques années, la prise de conscience écologique, elle est là, mais sans doute, nous avons été beaucoup plus préoccupés il y a 15 ou 20 ans par d'autres questions, qui sont encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'héritage de la gauche, toutes les questions sociales, les questions d'émancipation, comment réparer l'école, toutes ces questions-là qui sont en facteur commun dans la pensée de la gauche française depuis très longtemps, ces questions n'ont pas disparu. Donc oui, les appareils politiques sont moribonds. Non, les gauches, les écologistes, les mouvements citoyens ont aujourd'hui un espace politique considérable, à eux de l'occuper de façon courageuse, en cessant les guerres de chapelle, ça me paraît quelque chose d'absolument essentiel, je sais bien qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de crier à l'unité, il s'agit d'abord de dire ce que l'on veut faire face aux questions que nous avons collectivement en charge de régler, et elles sont nombreuses, et c'est ça qui va faire le sel de la vie démocratique et de la politique. Alors vous voulez contribuer à cette reconstruction de la gauche, et il y a cette initiative dont je parlais tout à l'heure de... Oui, je ne parle pas de reconstruction de la gauche. Je pense que c'est un peu défensif, et sans doute trop limité. Je pense qu'il faut aujourd'hui inventer des réponses politiques, des réponses collectives. Elles seront évidemment marquées par ce capital précieux qu'est l'histoire de la gauche, des valeurs qu'elle porte, des solutions qu'elle a déjà pu tester, notamment dans des villes, dans des régions. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un défi à l'imagination qui va bien au-delà d'une question de reconstruction. Ce n'est pas une affaire de mécano, d'appareils partisans. Les appareils partisans sont trop nombreux, ils sont à bout de souffle, ils n'ont pas en eux-mêmes la capacité à inventer des projets de société. C'est la société qui inventera les projets pour elle-même. Mais en même temps, dans une démocratie digne de ce nom, on ne peut pas faire l'impasse sur l'existence de partis politiques. Et donc, il faudra eux aussi les réinventer profondément, pas simplement les reconstruire. Et donc la Charité-sur-Loire, on en parlait tout à l'heure, quel est l'enjeu de ce festival des idées que vous organisez les 5 et 6 juillet ? C'est d'abord faire la démonstration de la très grande vitalité des idées, des gauches, des écologistes, des mouvements citoyens, des associations, d'une société civile et d'une société tout court qui n'a pas envie de se retrouver prise en otage dans ce duel qui est quand même très inquiétant, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, entre l'extrême droite, très identitaire, avec ses replis nationalistes, et avec un président qui a été élu sur une promesse démocratique qu'il ne tient pas, et qui a été élu sur un programme qu'il voulait équilibrer, et dont chacun s'accorde à considérer qu'il a quand même plutôt basculé vers la droite. Donc voilà, c'est rassembler aussi des femmes et des hommes qui ne sont pas des militants de parti, mais qui ont envie de débattre. Et donc retrouver le sel du débat démocratique, faire tomber le niveau de violence. Et la période politique actuelle, depuis 2017, mais ça avait commencé avant, est marquée en France et ailleurs par un brutalisme politique qui n'est pas nouveau, sans doute, dans l'histoire de France, mais enfin, que moi, je n'avais pas connu depuis le style longtemps. et la stratégie Mélenchon, de ce point de vue, est un échec ? Mais, je pense que beaucoup des électeurs de Jean-Luc Mélenchon considéraient qu'il y avait sans doute une forme de brutalité qui n'était pas la meilleure façon de faire passer, encore une fois, les idées, les combats, les causes que nous pouvons avoir en commun. Donc voilà, mais ça ne vaut pas que pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a de la brutalité dans beaucoup de compartiments de l'action politique. Vous évoquiez tout à l'heure les élections européennes. Il y avait en gros 5 candidates et candidats qui, d'ailleurs, avaient des programmes européens beaucoup plus proches qu'on ne croit quand on les regarde dans le détail. Donc cette division des appareils politiques ne correspond pas à une dispersion complète des idées. Donc à la Charité-sur-Loire, il ne s'agit pas de faire taire les différences, mais il s'agit quand même de mettre un peu en sourdine les divisions, en tout cas celles qui sont artificielles, et d'avoir des débats sincères, loyaux. Il n'y aura pas d'unanimité, on ne cherche pas à faire l'union au forceps, mais peut-être à créer un état d'esprit qui permette ensuite d'avoir en commun des initiatives politiques.
Corinne Laurent. Oui, on comprend bien le cadre que vous mettez à ces discussions, l'état d'esprit que vous recherchez. Bon, vous êtes tout de même membre du Parti socialiste. J'ai pris beaucoup de distance. Vous avez pris des distances. Et le Festival des idées, nous l'avons organisé en particulier avec Guillaume Duval, qui est un éditorialiste économiste, Alternative Éco, avec des médias qui sont très inquiets aussi de l'état du débat public. Il y a des invités politiques, mais ils sont venus d'abord pour écouter, ils sont invitants, nous sommes invitants, ils sont invités, et au total, l'essentiel des participants sont des citoyens, des chercheurs, des militants engagés dans des associations, dans des syndicats, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, dans l'état où ils sont, les partis politiques français ne sont pas en état de produire véritablement des projets de société. Peut-être des programmes pour les élections, on verra à chaque moment, mais quand on parle projet de société, quand on parle bien commun, quand on parle intérêt général, aujourd'hui, c'est à la société de prendre aussi ses responsabilités. On l'a vu il y a quelques semaines avec le pacte qu'ont signé 40 associations autour de Laurent Berger et de Nicolas Hulot. Mais des initiatives comme celle-là, il en faut d'autres, et la nôtre figure parmi celles-là. Donc vous pensez que la vie politique aujourd'hui est beaucoup plus articulée autour de mouvements que de partis politiques ? Est-ce que ça va qu'on se dirige vers des coalitions, par exemple ? Je crois à la nécessité des partis politiques. Je trouve qu'ils sont trop nombreux aujourd'hui à gauche. À la Charité-sur-Loire, on ne donne pas le coup d'envoi d'un mouvement. Ça n'est pas un mouvement, c'est un événement. Cet événement est très ouvert. Vous y retrouverez la plupart des têtes de liste aux élections européennes de la gauche et des écologistes, mais aussi beaucoup de gens qui viendront pour témoigner, pour explorer aussi avec nous ce que nous appelons des utopies concrètes, c'est-à-dire des expériences qui marchent, qui changent déjà la vie des gens et qu'on va mettre aussi dans le débat commun. Alors vous insistez sur ce qui peut rassembler toute cette famille-là, c'est normal, mais il y a aussi ce qui divise. Ce qui est apparu pendant toutes les élections européennes où nous avons reçu ici toutes les listes, c'est qu'il y a quand même des questions qui sont vraiment des lignes de fracture, on peut dire. Il y a ceux qui disent on peut composer avec le système aujourd'hui, le système y compris productiviste, le système libéral, et ceux qui disent non, ce système-là n'est pas compatible avec le changement. Aujourd'hui, à gauche, là, je ne parle pas pour la droite, l'extrême droite, et pas davantage pour La République En Marche, mais si j'observe ce dont nous parlons, les gauches, les écologistes et de nombreux mouvements ou associations qui sont à la fois dans le prolongement de cette histoire commune, mais enfin qui cherchent aussi à défricher l'avenir, qui n'est pas écologiste. Aujourd'hui, être de gauche, c'est être écologiste. Les écologistes ont, c'est vrai, dans ces domaines, historiquement un coup d'avance. Yannick Jadot a su avec conviction comprendre et capter les aspirations de fond, notamment dans la jeunesse, qui s'expriment face au choc climatique. Mais aujourd'hui, la responsabilité collective, c'est de hâter, d'accélérer la prise de conscience écologique et surtout l'élaboration des solutions. Et là, très franchement, être productiviste aujourd'hui n'a plus de sens à gauche. Et d'ailleurs, je ne connais personne qui aujourd'hui l'affirme sous cette forme. Si nous ne parvenons pas à faire en sorte que l'écologie et l'économie puissent avancer ensemble, l'écologie ne progressera pas et l'économie pas davantage, ou alors de façon très court-termiste et très artificielle. Ça vaut aussi pour l'exigence sociale. Donc c'est vrai qu'il faut un pacte global, et c'est ce qui manque aujourd'hui dans le moment Macron. Il manque cette vision-là. On a eu sans doute la tentation en 2017 de penser qu'il suffisait d'opérer des changements de personnes. D'ailleurs, ces changements de personnes ont été, au fond, plus limités qu'on ne croit. J'ai vu quand même beaucoup de recyclage, mais peu importe, c'est déjà du passé. Et c'est probablement, à l'échelle de l'histoire, une parenthèse. Mais en revanche, ce qui, aujourd'hui, me paraît absolument essentiel, c'est que s'il n'y a pas, face à tous ces désordres, qui sont d'une ampleur que nous n'avons probablement jamais connue, en tout cas pour nos générations. Je ne comprends pas plus loin dans l'histoire, mais enfin, quand on additionne les grandes migrations, la question climatique, les inégalités qui se sont quand même plutôt exacerbées en France,
encore plus ailleurs. Les transformations du monde du travail sous l'impact de la révolution numérique, qui n'a pas que des promesses d'émancipation. Quand on voit ces défis, on comprend bien que ce n'est pas simplement une affaire de discours de politique générale sous-dimensionné, comme on l'a entendu il y a encore quelques jours dans la bouche du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas à la hauteur de ces problèmes-là. Donc c'est vrai, aujourd'hui, la gauche est en décomposition, osons le mot. Elle ne peut pas simplement procéder à un rafistolage. Si on attend le balancier des élections, on l'attendra éternellement. Et donc, c'est vrai, il faut construire des projets de société, peut-être parvenir à les faire converger, trouver le moment venu un outil politique commun. Vous avez parlé de coalition, ça serait déjà un beau début pour les élections municipales. Et la question de l'élection présidentielle restera évidemment un objectif qu'on ne peut pas évacuer avec désinvolture. Voilà, mais encore une fois, pour ce qui nous concerne, nous avons envie de brasser du concret et des rêves, et c'est l'enjeu de ce festival. Allez, très très court, une dernière question, Corinne Leroy. Très vite, si le Parti socialiste, parce qu'à un moment il aura besoin d'incarnation, choisissait par exemple de mettre en avant Bernard Cazeneuve, qui fut le dernier Premier ministre de François Hollande, est-ce que ce serait pour vous un motif de rupture avec ce parti ? Écoutez, d'abord, j'observe avec attention ce que fait Bernard Cazeneuve, comme je vais regarder avec attention la rencontre que Clémentine Autain a proposée. Voilà, toutes les initiatives qui permettent aux partis de sortir de leur certitude paresseuse sont bienvenues. Mais je vous rassure ou je vous inquiète, si la seule question que l'on se pose en 2019 face aux immenses difficultés que tout gouvernement aurait à traiter dans l'avenir, c'est la question de savoir qui sera candidat à l'élection présidentielle. Très franchement, je pense que nous perdrions notre temps, notre âme et probablement notre capacité à élaborer les solutions. Merci Corinne Leroy. Nous marquons une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous nous retrouvons dans un court instant avec notre invité Christian Paul, l'ancien député socialiste de la Nièvre. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité Christian Paul, l'ancien député socialiste de la Nièvre. Il est interrogé dans cette dernière partie par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Christian Paul, bonjour. Bonjour. Oui, tout le monde parle en ce moment beaucoup des municipales. On sait que la République En Marche a des grandes ambitions dans ce domaine. Dans la Nièvre, ils ont pris une ville phare du PS qui était Nevers, qui a rallié En Marche. Vous-même, vous allez vous présenter, vous allez être actif pendant cette campagne ? Non, je n'ai pas d'ambition municipale. J'ai été maire de ma commune dans le Morvan et aujourd'hui, je fais plutôt dans la Nièvre un travail de développement local en milieu rural avec des communautés de communes, avec le pays Nivernais-Morvan. Donc, j'ai pas vocation à repartir aux élections municipales, en tout cas en pole position. Mais ces élections, elles sont doublement importantes. Elles sont importantes parce que tous les problèmes que nous avons évoqués depuis le début de cette émission, et notamment les questions écologiques, trouvent une bonne part de leur réponse à l'échelle locale. On le voit bien à Paris, où Anne Hidalgo, certes parfois contestée, a mené avec beaucoup de volontarisme une politique écologique depuis des années. Et dont j'espère qu'on verra les fruits dans les années qui viennent, parce que ce sont des actions que les maires peuvent mener parce qu'ils ont la durée devant eux. Et ils n'ont pas l'obsession de l'actualité que peut avoir un gouvernement. La deuxième raison, c'est que ces élections doivent pouvoir aussi démontrer que ce sont des coalitions qui sont nécessaires. La gauche aujourd'hui, c'est l'insularité, c'est une sorte d'archipel démembré. Eh bien, moi je souhaite qu'à l'occasion de ces élections, on sache faire ou refaire l'apprentissage de grandes coalitions autour d'un projet municipal commun, quel qu'en soit d'ailleurs le tête de liste, et qu'on retrouve là des écologistes, les gauches, des collectifs citoyens qui parfois ont dans les villes ou aussi dans les territoires ruraux une action très en profondeur et très utile à leurs concitoyens. Ce sont ces coalitions-là que j'espère et que je suis prêt à soutenir.
l'idée d'interdire le cumul entre un mandat national et un mandat de maire, c'était une bonne idée? Parce que certains en doutent maintenant. Oui, ceux qui en doutent, ce sont généralement des députés En Marche qui ont été élus sur une promesse de mandat unique, mais qui aimeraient bien aller conquérir une ville dans leur circonscription. C'est plutôt de ce côté-là. Et puis aussi quelques archaïques anciens socialistes qui combattaient la réduction du cumul des mandats quand nous la défendions et qui sont aujourd'hui, hasard, parmi les dignitaires du nouveau pouvoir. Voilà, c'est surtout de ce côté-là. Alors sur le fond, moi, je ne crois pas en politique aux étoiles filantes. Et je trouve très bien qu'un parlementaire, quand il arrive à l'Assemblée, ait déjà non seulement fait ses preuves, mais une expérience concrète de l'action publique et de la gestion locale. Je ne dis pas que tous les parlementaires doivent avoir été élus locaux, mais qu'une bonne partie le soit. Et en cela, j'ai un point de vue différent du président de la République, qui a plutôt théorisé l'idée qu'on pouvait aller au Parlement comme ça, en direct, et que l'inexpérience était plutôt une chance. On a vu d'ailleurs, à l'Élysée comme au Parlement, que l'inexpérience ou la désinvolture, parfois l'arrogance, n'était pas une qualité forcément appréciée. Donc, je pense que quand on est parlementaire, on doit l'être à temps plein. Si on veut réellement que le Parlement retrouve ses droits, le combat que nous avons mené pendant le quinquennat de François Hollande, avec d'autres parlementaires qui voulaient réhabiliter le rôle du Parlement. On voit bien aujourd'hui que des parlementaires, sans trop de bruit, mais souvent quand on exprime le sentiment qu'ils sont caporalisés. Si on veut sortir de cela, il faut des parlementaires à temps plein. Ça me paraît, pour la suite de notre histoire politique, notre histoire collective, ça me paraît quelque chose d'absolument essentiel. On l'a vu, les maires étaient au cœur de la crise des Gilets jaunes, et le gouvernement va présenter dans quelques jours, dans quelques semaines, une loi donc, qui va notamment proposer un statut pour les élus locaux, pour les maires, et une loi qui redonnera plus de pouvoir, qui va réhabiliter le maire dans ses missions. Est-ce que ça vous semble une bonne chose? Alors, ça me paraît une bonne chose. J'attends simplement de comprendre comment on veut le faire. Vous savez, depuis maintenant 20 ou 30 ans, on avait démonétisé la fonction de maire et l'échelle municipale. Il y avait une sorte de pensée unique qui disait qu'il faut de très grandes intercommunalités, de très grandes régions, et ainsi... Ça, c'est la loi NOTRe aussi, sous François Hollande. Sous tous les gouvernements, et les technocraties de Bercy, ou d'ailleurs du ministère de l'Intérieur, poussaient dans le même sens. Il fallait, encore une fois, fusionner par le haut, à tout prix, parfois au forceps. Rappelez-vous qu'il y a eu sous Nicolas Sarkozy une tentative par Claude Guéant de marier de force des communes, des communautés de communes, etc. Bon, là, une sorte de rédemption est souhaitée. Et donc, oui, il faut réhabiliter l'action communale. J'y crois profondément. Dans la Nièvre, nous portons un programme qui s'appelle Village du futur. Ça concerne des villages de 500 habitants ou des petites villes de 2 ou 3 000 habitants. Il faut revendiquer le droit au village. Qui signifie qu'on doit pouvoir localement construire des services, de la mobilité, de l'accueil de nouvelles populations, maintenir des commerces, des maisons de santé. C'est tout cela que les maires savent faire. Et franchement, si on peut, dans les années qui viennent, avec cette loi, on l'examinera, on regardera le contenu, mais je dirais là aussi dans la durée, arrêter de tirer sur les élus locaux, et notamment sur les élus ruraux, et en particulier sur les maires, je pense qu'en termes de respiration démocratique, ça serait une bonne chose. Est-ce qu'on peut, en même temps, comme dirait le chef de l'État, restaurer le pouvoir des maires, renforcer les intercommunalités et aussi renforcer encore le pouvoir des préfets? Est-ce que c'est pas un peu incohérent tout ça? Mais je ne confonds pas le pouvoir et l'efficacité. Je ne confonds pas les compétences en droit et la réalité de l'action. Ce qui se passe dans beaucoup d'endroits, c'est qu'on enlève compétences et ressources aux communes, on redonne aux préfets une vision presque napoléonienne de leur rôle. Ça ne marche pas.
ça ne marche pas. Il faut vraiment gagner les batailles sur le terrain. Oui, si on veut déconcentrer, on dit tout remonte toujours à Paris. Si on veut déconcentrer, si on veut que l'État les décisions se prennent un peu à l'échelle locale, il faut bien donner plus de pouvoir au préfet. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas à poursuivre un mouvement qui consiste à faire moins de façon souvent très impuissante dans les ministères et faire plus dans les départements. Et ça, c'est une bonne chose. Oui, encore une fois, tout ce qui donne de la souplesse, qui donne de la proximité, qui donne aussi de l'imagination, parce que l'imagination, personne n'en a le monopole, et sans doute pas les préfets. Donc, ce qui est absolument essentiel aujourd'hui, c'est de réhabiliter un échelon qui est celui de l'action en proximité et qui est aussi celui de la mobilisation des citoyens. Les Français, si vous leur demandez d'inventer l'avenir de leur département ou de leur région, ils ont quelques difficultés à le faire. Si vous leur demandez au contraire d'imaginer leur village du futur, ou dans une petite ville, ou dans le quartier d'une ville, eh bien là, vous pouvez les mobiliser. Pas pour simplement des comités de quartier ou des consultations bidons, mais vraiment pour construire ensemble, élus, citoyens, avec ce qu'il faut aussi d'architectes ou d'autres compétences. On peut travailler à cette échelle-là, et c'est à cette échelle-là qu'on peut trouver de l'énergie pour réellement changer les choses. C'est pas uniquement au niveau de l'État ou même des régions. L'État et les régions doivent être en appui, doivent être en accompagnement, ils doivent être à l'écoute. Ils ne doivent pas arriver avec une vision formatée de ce qu'est l'avenir d'un département ou d'une commune. Et là, je crois que le mouvement des Gilets jaunes était porteur de beaucoup d'attentes. D'abord d'une exigence de justice sociale. C'est aussi un mouvement contre le déclassement, contre l'appauvrissement, contre la bureaucratie excessive. Mais il avait aussi une revendication démocratique. Et si la seule conséquence qu'on en tire, c'est qu'il faut renforcer le pouvoir des préfets. Encore une fois, je pense qu'on passera complètement à côté des attentes de cette période. Alors, on parle aussi beaucoup d'introduire la proportionnelle pour les députés, pour une partie des députés, et puis de réduire le nombre de parlementaires, sénateurs ou députés. C'est des bonnes idées ? Bon, la proportionnelle, elle est dans les programmes politiques depuis longtemps, il faut la faire. Alors, quelle dose ? C'est ça. Voilà, alors ensuite, je pense que la proportionnelle intégrale couperait probablement les parlementaires, justement, d'un ancrage local. S'il y a seulement 5 ou 10%, c'est probablement trop peu pour permettre d'avoir une représentation équilibrée. Pas seulement d'ailleurs des partis, mais aussi des origines, des géographies, et une sociologie différente au Parlement, ce qui est absolument essentiel. Sur le nombre de parlementaires, j'évoquerai l'Assemblée nationale que je connais bien. Sur le Sénat, je suis plus circonspect et je regrette qu'on ne parvienne pas à créer, avec le Conseil économique, social et environnemental, le Sénat, avec le recours au tirage au sort, une sorte de parlement du futur qui représente réellement la société. Je pense que ça serait tout à fait essentiel. Pas forcément pour faire la loi, mais pour avoir quand même vraiment une capacité d'inspiration des grandes décisions. Pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, il y a 577 députés. La question qui est posée, c'est qu'est-ce que donne sur le terrain cette réduction ? Et quel redécoupage ? Il y a des départements qui vont terminer la course avec une ou un seul parlementaire. Paradoxalement, on aurait moins de représentation. C'est ça que vous voulez dire. Donc l'aspiration au dialogue avec les élus, au compte-rendu de mandat, à l'échange possible, serait extrêmement difficile. Et donc moi, je ne suis pas un obsédé de la réduction du nombre des parlementaires. Je ne suis pas candidat aux élections parlementaires. Je le dis maintenant avec le recul, l'expérience et comme citoyen. Et je suis convaincu que c'est un moyen peut-être d'appauvrir l'Assemblée nationale, de réduire sa capacité de contrôle, de présence aussi sur le terrain. C'est indispensable chaque semaine. Donc voilà, je ne suis pas un fan de cette mesure. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes ancien élève de l'ENA, vous avez fait Sciences Po aussi à Paris, et ces deux institutions voient leur situation évoluer. Le président a proposé que l'ENA soit supprimée. C'est une bonne idée ou c'est de la démagogie ? D'abord, comme souvent avec Emmanuel Macron, on a du mal à savoir de quoi l'avenir sera fait.
Ça vaut pour les régimes de retraite et ça vaut aussi pour l'École nationale d'administration. Moi, je ne suis pas corporatiste. J'ai beaucoup plaidé pour que l'ENA quitte Paris, contre vents et marées à l'époque, du déménagement à Strasbourg, parce que j'espérais à ce moment-là que le déménagement permettrait la réforme. Bon, cette école ne s'est pas réellement réformée. Vouloir le faire en passant par une transformation radicale me paraît absolument nécessaire. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire après ? Il y a deux enjeux. Le premier, c'est une fonction publique, et notamment au poste de direction, qui soit plus représentative de la diversité de la société française. L'ENA n'y est pas parvenu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques contre-exemples à ce que j'affirme, mais l'ENA n'y est pas réellement parvenu. La deuxième chose, c'est comment on sélectionne l'accès au grand corps. Quand l'ENA a été créée, après la Seconde Guerre mondiale, c'était pour réagir au copinage de classe qui faisait qu'au Conseil d'État, à l'inspection des finances, dans la diplomatie, etc., se cooptaient en fait les représentants d'une catégorie sociale bien identifiée, qui étaient d'ailleurs souvent des dynasties de hauts fonctionnaires. Donc si on supprime cette école, peut-être pour la remplacer par un autre dispositif ou une autre école. On verra ce que proposera Frédéric Thiriez et ce que le président de la République voudra en faire. Mais franchement, diversité de la société et obstacle à l'oligarchie, c'est un peu d'ailleurs l'envers et l'endroit de la même pièce, c'est à ça qu'il faut réellement s'attacher. Et ensuite, quel que soit le mode de sélection, que ce soit une école, que ce soit des concours, que ce soit d'autres processus de promotion interne, ce qui est important aussi, c'est à quoi on forme aujourd'hui ceux qui vont diriger des ministères, des administrations déconcentrées dans les territoires, etc. Et là, très franchement, c'est peut-être là que la bascule à opérer est la plus profonde. On est aujourd'hui encore devant le spectacle d'un formatage qui coupe court à la capacité d'innovation. On est devant une administration qui reste extrêmement verticale, encore très bureaucratique. Et donc, si l'ENA disparaît, trouvons les moyens de rendre la fonction publique française réellement innovante, moderne, ouverte. Et encore une fois, chaque fois qu'on peut couper très nettement les liens avec tout un système économique qui est fait aujourd'hui de lobbying et quand même de beaucoup de porosité, c'est une bonne chose. Eh bien, merci beaucoup à notre invité Christian Paul. Notre invité la semaine prochaine sera Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique. Vous pouvez d'ici là retrouver cette émission sur les sites internet de nos médias, KTO, La Croix, Radio, Notre-Dame et RCF. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.